podcast est propulsé par Ox B2B, une firme spécialisée dans le développement des affaires numériques. Bonjour et bienvenue au podcast B2B & Go, le podcast qui vous sert à chaque épisode une bonne dose des meilleurs outils et pratiques de vente et marketing B2B. C'est dans une formule pour emporter que Simon Deschênes et ses invités discutent des meilleures stratégies numériques et tendances de l'industrie, toujours sous le thème de la croissance des ventes. La table est mise pour vous présenter le B2B sous un nouvel angle. Bonne écoute! Bonjour et bienvenue à un épisode qui va éclaircir beaucoup de zones grises aujourd'hui. On parle de marketing par courriel. Oui, ça existe encore le marketing par courriel. Oui, effectivement, le courriel est encore un moyen de communication qui peut être redoutable et efficace. On parle à un expert aujourd'hui qui s'appelle Philippe Bussière. Bonjour Philippe. Bonjour Simon. Merci d'être là pour en parler. T'es ce qu'on appelle un expert en la matière. T'es même, je pense, assez connu des gens du peuple marketing, on va dire, montréalais. Tu as fait ta marque en livrabilité, entre autres, dans plusieurs sujets, en automatisation, bien entendu, puis tout ça. Fait que, écoute, merci d'être là pour en parler. Ça me fait plaisir. Nous-mêmes, on utilise le courriel pour faire différents trucs aussi. Donc, écoute, qu'est-ce qui t'a mené à ça, premièrement? Parle-nous de toi un petit peu. Qu'est-ce qui t'a mené à devenir un expert dans ça? Puis, peut-être nous parler de ce que prend la forme aujourd'hui de ton expertise, c'est-à-dire que tu es dans une entreprise, vous offrez des services, puis tout ça. Good. Bien, moi, j'ai commencé, en fait, j'ai quitté un emploi au début de la quarantaine à 40 ans, je pense que j'ai quitté un très bon emploi pour partir à mon compte. Puis pour moi, le marketing numérique, j'étais capable de tout faire parce que j'avais déjà appris à coder, j'avais appris par moi-même à héberger mon propre site WordPress, j'avais fait un blog quand ma première fille est née. Tu sais, j'avais fait beaucoup d'apprentissage par moi-même. Puis je vais pouvoir offrir tout ce que je sais faire en marketing numérique. Puis, ça a fait ma première année en affaires avec un peu de love money. Puis, en fait, après un an, j'avais pas de plan. Puis, mes services étaient beaucoup trop vastes pour un one-man show. Fait que je me suis trouvé un contrat où j'ai découvert le monde du CRM puis de l'automatisation des courriels pour les petites entreprises. Auparavant, j'avais connu le monde de Salesforce, mais tu sais, à des prix très, très élevés, réservé aux grandes entreprises. Puis je pensais pas qu'il y avait un marché pour les petites entreprises là-dedans. Fait que j'ai découvert ça. Puis là, j'ai fait, OK, j'ai trouvé la niche que je vais pouvoir avoir dans mon entreprise. Ça va être les CRM puis l'automatisation pour les PME. À partir de là, j'ai roulé pendant 10 ans mon agence qui s'appelait Fort 36 à l'époque. Aujourd'hui, on a fusionné avec Code Marketing. Mais, donc, par défaut, dans l'automatisation, on automatise beaucoup d'envois de courriel. Puis, avec les premiers clients que j'ai eus, on avait des activités qui généraient des ventes. À un moment donné, il y a un client qui m'a appelé, qui m'a dit « Philippe, il y a un client potentiel qui m'a dit qu'il recevait plus des courriels. » Puis là, je fais « voyons, comment ça se peut? » Pour moi, tu sais, la livraison d'un email, c'était garanti. Tu press send, puis le email s'en va, tu sais. Fait que là, je me suis mis à creuser ça, puis j'ai découvert qu'il y avait un monde derrière le email marketing qui était la livrabilité. Ça, en tout cas, moi, je le dis en français comme ça. Il y en a qui disent délivrabilité ou deliverability de l'anglais. Moi, je dis livrabilité. Je pense que ça fait plus francophone. Puis, je me suis mis à creuser ça. Et là, j'ai découvert un autre monde qui est beaucoup plus niché parce que prendre une liste d'envoi puis envoyer des courriels, il y a très peu de gens qui vont se soucier de savoir ça peut-tu aller dans les spams, ça va-tu juste dans les promotions, etc. Fait que je me suis mis à me pencher là-dessus. Et en fait, en développant cette expertise-là par la bande, on a été capable d'offrir des services spécifiques que très peu de gens sont capables d'offrir ou ont les connaissances. C'est sûr, tu peux checker des vidéos sur YouTube, tu peux regarder des affaires qui passent sur LinkedIn, mais tu sais, c'est quelque chose qui vaut la peine d'être étudié puis documenté. Puis ça m'a vraiment permis d'avoir un edge dans les discussions. Puis, tu sais, c'est pas juste une expertise que
tu peux transmettre aux gens. Je veux dire, il y a toute la stratégie derrière que, par exemple, quelqu'un qui est en lancement de produit, ben, il va vouloir assurer un maximum de livraison de ses courriels. Mais là, ça va impacter le choix des mots, ça va impacter le formatage des courriels. Ouais, ça va toucher plein de choses. Fait que là, je prends un long détour, mais c'est arrivé un peu par la bande quand un client m'a dit « Je perds probablement des ventes parce que mes emails ne se rendent pas à mes destinataires. » Puis ça, depuis 8 ans, là, ça fait une grosse différence. Puis comme le monde du SEO, où Google change son algorithme pour améliorer les résultats de recherche, ben, la livraison de email marketing évolue aussi. Des entreprises comme Google, comme Microsoft, comme Yahoo, Orange en France, même Vidéotron puis Bell au Québec, ben, ils mettent en chose des places pour bloquer le spam. Puis des fois, ben, ils bloquent des bons emails au lieu de bloquer juste les mauvais. Oui, il y a eu des gros changements au début d'année 2024 d'ailleurs qui avaient été annoncés et tout ça. Là. Ça a changé quand même la game. Ça, c'est le fun quand ils les annoncent, mais la plupart du temps, ils n'annoncent pas. Oui, effectivement. Comme tu fais bien le parallèle avec le SEO, c'est la même chose. Ouais. Effectivement, Google ne dit pas hey, à tous ceux qui tentent de déjouer, à essayer de comprendre nos algorithmes, on vient d'échanger. Oui. Qu'est-ce que, pour toi aujourd'hui, tu sais, le email marketing, ça fait longtemps que ça existe. Là. Tu sais, dans tout l'arsenal du marketing web, là, on peut dire que c'est un des premiers outils qui existe. C'est le plus vieux métier du monde, je dirais, dans Internet. Un petit peu moins que forgeron, mettons, mais effectivement. Comment tu l'évalues dans la place, tu sais, puis là, j'y vais plus en B2B parce que c'est sûr qu'en business to customer, avec le côté e-commerce, tout ça, tout ce qui est suivi de panier abandonné, voilà, de tout le funnel qui est bâti ou les campagnes de marketing, de publicité ciblée, on comprend que ça vient, où est-ce que ça vient juste s'apposer, mais par exemple, pour des PME, business to business, dans l'arsenal de la stratégie marketing, tu vois comme où? Comment tu le situes? Mais c'est quoi sa place, dans le fond? Je le vois comme un B2C quand même au top de l'arsenal. La déduction que je fais est assez simple, c'est qu'est-ce qu'on fait en tant qu'entrepreneur le matin quand on se lève, ou même si on n'est pas entrepreneur, qu'on est directeur ou VP puis qu'on a des responsabilités. Première chose qu'on fait en arrivant au travail ou en se présentant dans notre bureau à la maison, première chose qu'on fait habituellement, c'est d'ouvrir nos courriels puis d'aller voir qu'est-ce qui se passe puis qu'est-ce qui m'attend aujourd'hui puis est-ce que j'ai des urgences à gérer. Non, je fais pas ça. Moi, je non, pas. Jamais. Peut-être le chat interne prend le dessus des fois, mais tu sais, la boîte de courriel demeure un outil tellement central. Tu sais, tu peux pas éviter tes emails pendant une journée ou presque, tu sais, à moins d'avoir quelqu'un qui t'assiste dans la gestion de tes courriels ou vraiment d'être très, très confiant qu'il n'y aura pas d'urgence pour toi aujourd'hui ou qu'il n'y a pas quelqu'un qui cherche à te parler pour quelque chose d'important. Donc, la place que ça prend dans le quotidien pour une personne qui prend des décisions puis qui cherche des fournisseurs de services, ben c'est extrêmement central. Tu peux pas passer à côté de ça. Donc, à partir de là, pourquoi je mets ça au top, l'utilisation du courriel, c'est d'après moi, à part une poignée de main puis un numéro de téléphone en B2B, là, l'adresse courriel est une clé privilégiée pour entrer en contact avec quelqu'un qui peut prendre une décision favorable à ce que tu as à lui offrir. Oui. Puis, outre l'aspect, tu as parlé de l'aspect livrabilité. Outre cet aspect-là, c'est quoi les principaux enjeux que tu vois avec lesquels tes clients ou les PME vivent au niveau du marketing par courriel? Bien, un des premiers points là-dessus, c'est les gens s'imaginent qu'une liste d'envoi, une liste de clients, une liste de prospects, une liste d'abonnés, c'est bon pour faire de l'infolettre. Okay? Ben, c'est pas mauvais. C'est bon de faire une infolettre, mais c'est pas la seule chose possible à faire avec tout ce que tu as comme possibilité en ayant des adresses de gens qui ont déjà un intérêt pour tes services ou qui pourraient avoir un intérêt pour tes services. Donc, à partir de là,
l'infolettre est intéressante, mais c'est pas la solution à tout en email marketing. Email marketing n'est pas égal à juste infolettre. C'est plein d'autres choses. Fait que c'est tout ton lead journey, ton customer journey, ton onboarding d'un client, même un onboarding d'un employé peut passer par le courriel. Puis là, tu sais, je fais ça court, là, mais il y a beaucoup de choses qui peuvent passer à travers le courriel. Puis quand tu as un bon sales pipeline en B2B, ben il y a des étapes dans ton sales pipeline où derrière une opportunité qui est rendue à un certain stade, tu peux automatiser des suivis par courriel. Ça n'a pas besoin, au moment où je dis automatiser, faut pas que tu réfléchisses genre on va envoyer une infolette. C'est pas ça. Il y a une opportunité d'affaires dans ton pipeline. Tu n'as pas envie d'envoyer une infolette. Tu veux faire un suivi à cette personne-là en fonction du stade où elle est rendue. Fait que ça n'a pas besoin d'être un gros bandeau en haut avec un gros titre. On a juste besoin d'écrire « Bonjour Simon, comment ça va aujourd'hui? La semaine dernière, je t'ai envoyé un devis. Je voulais juste m'assurer que tu avais tout ce qu'il faut entre les mains pour prendre une bonne décision. Si tu veux qu'on se reparle, prends rendez-vous ici. Merci. » Fait qu'au lieu de le retaper à chaque fois, cet email-là, je déplace une opportunité d'un stade à un autre. L'email part une fois après. Donc, la question, je l'ai un peu oubliée, là. Non, ben, je pense au que niveau des enjeux, ouais, c'est ça. Je pense qu'il y a beaucoup de choses. Et ça sert à plusieurs choses. Autrement dit, il y a un multi-utilité, on va dire, dans la stratégie courriel. Tu parlais de liste tantôt. Oui. Est-ce que tu vis des enjeux avec la conformité ou la légitimité des listes que tu rencontres chez tes clients? Aïe. Ça, c'est Il y en a à dire là-dessus, non? Oui. Puis j'ai plein d'anecdotes qui me viennent en tête, pas nécessairement liées au B2B, la première, mais un client avec qui je travaille depuis longtemps, notamment sur la livrabilité, qui a une très grosse liste. Là, on parle de plus de 200 000 adresses, ce qui est très rare dans le monde du B2B. Mais il a décidé de prendre 3-4 mois de pause cet été puis de rien envoyer. Au retour, après les vacances, ils ont un contenu gratuit à partager à leur liste, puis ils décident de l'envoyer à tout le monde. Toute la liste. Même des gens qui n'ont jamais ouvert un courriel depuis plusieurs mois. Mais qu'est-ce que ça a fait? Ça a levé des flags chez Google, chez Microsoft, puis juste nommer ces deux-là, on couvre, je pense, 80% de parts de marché, donc c'est déjà suffisant pour qu'il y ait de l'information qui revient dans l'outil d'envoi. Puis eux autres, ils se font avertir, ils disent, il y a un de vos utilisateurs chez vous, Google, il n'appelle pas directement l'envoyeur, il appelle le CRM ou le MailChimp de sa montre. Puis là, vous en avez un qui déconne, son nom de domaine, c'est un tel. Eux autres, ils le trouvent, t'envoies un message, ils disent, fais attention à ce que tu fais, t'as des signaux de spam qui nous sont remontés. Fait que ça, faut faire attention. Tu sais, une entreprise, par exemple, qui envoie des emails à ses clients, à ses anciens clients, puis à une liste d'abonnés qui ont un intérêt. Si tu fais 2 infolettes par année, il y a trop d'espace entre chaque infolette pour maintenir un engagement minimum. Tu devrais faire au moins une infolette par trimestre ou une communication pour spécifique. Maintenir une légitimité de communication avec eux autres, c'est ça? La clé ici, c'est l'engagement. Okay? Le fonctionnement d'une boîte de réception, par exemple, pour Gmail ou Google Workspace, là, c'est ils veulent que les gens aient la boîte de réception la plus pertinente pour eux, puis ils veulent évacuer tout ce qui n'est pas pertinent. Fait que si, par exemple, ton entreprise m'envoie des emails à toutes les semaines, okay? Puis que moi, au début, j'ouvre à toutes les semaines les courriels, ben, fait « Hey, Philippe, il y a un intérêt, on va continuer d'y placer ça dans sa boîte de réception. » Mais là, à un moment donné, je perds de l'intérêt, puis je commence à vous ignorer, puis j'ouvre pas vos courriels, j'ai mis à la poubelle. Puis après ça, je les laisse juste descendre dans ma boîte de réception. Ben, à un moment donné, il y a un seuil où Gmail, c'est la même chose chez Outlook, là, ils vont se dire, OK, le Philippe, lui, il n'a plus d'intérêt à recevoir des emails de cette entreprise-là. On va arrêter d'y mettre ça dans sa boîte de réception. On va passer ça dans les promotions. Ouais. Puis, après un certain temps, ils vont même m'offrir la possibilité de dire, « Hey, ça fait longtemps que tu as ouvert un email de cette entreprise-là. Veux-tu te désabonner? » Puis là, c'est pas toi qui m'offre cette possibilité-là, c'est mon fournisseur de inbox qui me dit « Veux-tu te désabonner? » Puis moi, souvent, quand je vois ça, je fais juste ignorer. Mais à un certain point, si tu continues de m'écrire sans jamais que j'ouvre, ben tu te mets à risque de te retrouver dans les spams.
puis là, ça devient dangereux parce que ces signaux-là sont silencieux pour toi. Toi, tu continues d'envoyer, tu penses que tout le monde est bien content du contenu, mais il y a quelque chose de silencieux qui se passe, c'est-à-dire que les gens t'ignorent. Puis à un moment donné, il peut y avoir des comportements non sollicités, genre, la personne, c'est comme, ah là, ça, c'est la goutte qui fait déborder le vase. Simon, il envoie bien trop d'emails. Puis là, je recherche, là, puis je prends tous tes emails, puis je les mets tous à la poubelle en même temps, où j'en marque 5, 6, 7, 8 comme spam, là. Ça, c'est un méga risque. T'sais. Ça fait que de gérer l'engagement de sa liste, et c'est majeur, que la liste soit petite ou grande, va peut-être faire une différence, mais au final, c'est ta réputation, c'est ton nom de domaine dans le monde du email marketing auquel il faut que tu fasses très attention. C'est quoi le risque ultime? T'sais, premièrement, j'imagine, c'est que ton nom de domaine soit identifié comme un spam. Est-ce que ça, c'est pas nécessaire? Est-ce que c'est le bout de la ligne? Est-ce que c'est récupérable quand tu arrives là? Si tu arrives là. T'sais, exemple, ton client là, qui a sa liste de 200 000 courriels, il fait quoi? il est dans le trouble. Parce que l'intelligence artificielle est partout, puis le machine learning aussi est partout. Ouais. Ça fait que, par exemple, chez Microsoft, la machine, elle apprend les bons comportements puis les mauvais comportements des expéditeurs d'emails, surtout ceux qui le font en masse. Puis s'il commence à voir que tel nom de domaine a un mauvais comportement, ben il apprend ces choses-là. Puis là, comme le cerveau humain, quand tu apprends quelque chose, un jour, si le temps arrive où il faut que tu désapprennes quelque chose, ça va être long en tabarouette avant que tu sois capable de désapprendre quelque chose que tu as inculqué. Ça fait que c'est la même chose en machine learning, comme s'il faut que la machine elle désapprenne quelque chose qu'elle a acquis, ça va être difficile. Donc, si tu te mets vraiment les pieds dans les plats, tu vas avoir beaucoup de difficultés à renverser la vapeur. Ça se corrige, mais là, il faut que tu sois beaucoup plus attentif. Puis il y a des outils là, qui peuvent te permettre d'arriver à des meilleurs résultats, mais c'est très... c'est très rare que les entreprises en arrivent là. Faut vraiment, tu sais... Il faut exagérer. Ouais, il faut que tu exagères. Faut vraiment pas que tu fasses attention. Mais c'est que si, par exemple, tu utilises MailChimp puis que tu envoies une infolette à plein de gens puis qu'à un moment donné, ton nom de domaine se fait barrer, ben là, c'est plus juste MailChimp puis ton envoi d'infolette qui est en problème. C'est l'envoi de tes propres courriels à partir de ton propre domaine. Fait que là, tu commences à vraiment être barré. Puis souvent, les gens, ben, les entreprises qui se retrouvent dans ces situations-là, ils disent, c'est pas grave, je me prends un autre domaine, puis je recommence. Mais les mêmes comportements, avec des noms de domaine différents, avec des contenus similaires, vont mener au même résultat. Fait que l'idée, c'est de connaître les règles du jeu au niveau de la livrabilité, puis d'être capable de s'y tenir. T'sais, si tu joues au baseball, puis tu frappes tout le temps des fausses balles, tu gagneras jamais une game. T'sais. Puis tu comprendras pas les règles du jeu. Ça fait qu'il y a ça à comprendre. Là, il y a des règles. Si tu les comprends pas, tu pourras jamais être le meilleur. Au niveau de la conformité maintenant, on a souvent des questions de la part de même. Moi, j'ai souvent des questions de la part de... On parlait de réseautage tantôt, d'autres personnes qui font du développement d'affaires qui disent « Ouais, mais là... avec les lois en place, là, je rencontre des gens dans des événements, je récolte des cartes d'affaires, j'ai toujours les contacter par courriel, ces gens-là. Je peux-tu... ou j'ai juste rencontré, il m'a donné son profil LinkedIn, j'ai trouvé son courriel, puis je le recontacte. ça, on parle de one-on-one, là, mais t'en penses quoi de ça? T'as-tu une opinion là-dessus? J'ai une opinion. Fais-tu poser des questions comme ça souvent? Oui, souvent. Puis la première réponse qu'il faut que je donne, c'est « j'ai une opinion, elle n'est pas juridique ». Non. OK? Mais première chose, c'est la loi 25 au Québec qui est sur le consentement. Ça fait partie de la loi, c'est le consentement. Moi, je parlais de la C28, moi, pour la loi anti-pourriel. OK, anti-pourriel. Ouais. OK. Celle-là, on l'oublie depuis que la loi 25 est arrivée. Donc, ben, ça revient un peu au même, là, mais faut que les gens aient fait un choix conscient de donner leur adresse.
C'est-à-dire, l'exemple que tu donnais, si tu trouves l'adresse de quelqu'un sur LinkedIn, puis tu viens ajouter ça dans une liste d'envoi automatisée, qui va être surtout dans de la promotion puis de la sollicitation, les résultats seront jamais très, très bons. Les gens comprennent pas. Tu sais qui ce Simon dans mon inbox, je le connais pas, je sais pas d'où il sort. Okay? Donc, si les gens comprennent pas pourquoi ils reçoivent tes contenus, déjà en partant, ça va pas bien. Après ça, si tu collectes des cartes d'affaires dans un événement de réseautage, puis que tu n'avises pas les gens, puis qu'une semaine plus tard, tous ces gens-là que tu as rencontrés reçoivent ton infolettre, ils comprendront pas, puis ils vont te trouver un peu bizarre de faire ces pratiques-là. Une infolette, ça, mais moi, je parlais plus un courriel d'approche. Parce que là, c'est rendu qu'avec la C28 puis avec la loi 25, il y a certains, même représentants, qui se disent que je fais mon travail comment? Je vais approcher évidemment que je contacte des gens que je connais, qui me connaissent peut-être pas nécessairement. C'est mon rôle de prospecter. C'est mon rôle d'aller vers eux. Ouais. Mais à ce moment-là, dans les outils CRM, il y en a certains qui offrent la possibilité d'automatiser des courriels qui ne sont pas considérés comme des courriels de promotion. C'est-à-dire que tu n'as pas le lien de désabonnement au bas. Le email peut être automatisé. Puis ça peut être hey, « Bonjour Simon, merci d'être venu à notre déjeuner de réseautage. Comme promis, je t'envoie un courriel. J'aimerais ça qu'on planifie une rencontre, voir s'il y a des possibilités de faire affaire ensemble, etc. » Ça, tu as 100% le droit de faire ça. Là. Okay? Il n'y a pas de problème. Puis si tu as eu une discussion en plus avec la personne, puis ça a été annoncé, ça va être bien perçu. Je dis ça parce que les gens là savent pas c'est quoi la loi, puis ils en comprennent une fraction. C'est que la loi dicte plein de choses, mais les gens, eux autres, leur seule perception qu'ils ont là-dedans, c'est ce gars-là, il devrait-tu être dans ma boîte de réception ou pas, puis est-ce que ces messages me concernent ou pas? Fait que c'est très différent. Mais tu as le droit de faire cette sollicitation-là. Sans problème. Puis si l'adresse d'une personne traîne sur Internet, tu as le droit aussi de la prendre puis de contacter cette personne-là. Okay? C'est légitime, c'est légal de le faire, mais en même temps, si tu sors de nowhere avec une approche super agressive pour booker quelque chose, vendre quelque chose, ça va être mal reçu. Les gens, quand ils sont en développement d'affaires ou à la recherche de fournisseurs, ils vivent des problèmes puis ils sont à la recherche de solutions. Okay? Mais si tu ne t'adresses pas aux problèmes qu'ils vivent, tu es à côté de la traque. Tu le sais, là, avec le travail que tu fais en développement d'affaires. C'est de la musique à mes oreilles. Non, mais là, ouais, tout à fait. Ben, je pense que c'est une discussion importante, puis c'est le fun d'avoir ton opinion là-dessus parce que il y a toutes sortes Puis, effectivement, je comprends que tu n'es pas un juriste, là. On fait pas de. Non, mais j'aime ça le dire. Oui, mais moi, c'est ce que je dis souvent. On a le droit de faire notre travail de développement d'affaires. Il y a une question de pertinence aussi. Est-ce que je vends de la machinerie d'automatisation industrielle destinée à un manufacturier de porte-fenêtre, puis j'envoie ça à un imprimeur, puis que je blaste dans une liste de n'importe quel, parce que je me dis, gars, je me donne même pas la peine de segmenter en plus. Puis je le fais de façon informelle, je prends juste les info-ads, puis je me nomme pas, puis tout ça, ben là, finalement, on s'attire. Bon, des ennuis, c'est une chose, là. Je pense que la loi n'est pas tellement renforcée, mais puis on n'encourage vraiment pas ça, mais c'est juste que ça n'a aucune pertinence. Comme tu disais, je disais, ça risque tout de suite de se ramasser à marque à spam, puis ça vient noyer aussi tout le poisson le poisson complet, dans le fond, où toute ton opération souffre de ça. Donc, je comprends ça. PME B2B, c'est quoi où est-ce que tu commences quand tu travailles avec un client? Qu'est-ce que tu automatises? Parce que on t'entend parler d'automatisation depuis un certain temps. Fait qu'il y a des gains aussi en productivité, même côté démarchage, développement d'affaires, parce que, comme tu dis, tu le rentres dans le CRM. Un CRM, ça ne sert pas juste aux gens en marketing, mais aux vendeurs aussi. Avec quoi tu commences? Comment tu commences un mandat? C'est quelqu'un qui t'appelle, qui a vraiment besoin de ces services-là, mais qui commence de scratch. Ouais. Bien, il y a plusieurs portes d'entrée. Une des premières, c'est le pipeline de vente en tant que tel. T'sais, à partir du moment où j'ai une opportunité, comment je la gère dans mon pipeline. Il y a énormément de PME que c'est géré dans un fichier Excel où on a même un client en ce moment, là, il y a un vendeur puis un petit cahier noir et tout
tout sur ses leads puis ses clients est dans un petit cahier noir. Fait que lui, là, il y a une inondation chez eux, le petit cahier noir, il part, là, c'est terminé. T'sais. Ça fait que la connaissance qu'il y a sur les clients puis sur les prospects est concentrée dans une chose qui peut disparaître du jour au lendemain, puis ça pourrait mettre l'entreprise en danger. Ça fait que de structurer un pipeline puis d'organiser cette fonction-là dans l'entreprise va aider à ce que l'information, premièrement, appartienne à l'entreprise et que s'il y a quelqu'un qui part, l'entreprise va pouvoir conserver ça. Ça va permettre aussi d'organiser les ventes puis de mettre des processus en place. Puis, ben c'est comme de la restauration rapide. Hein? Eux autres, ils ont réussi à avoir du succès en organisant une cuisine d'une certaine façon. Puis c'est comme ça qu'ils ont été capables d'aller chercher de la croissance. Là, je fais des drôles de parallèles. En systématisant les processus, oui. Exactement. Fait que si tu vas aller chercher de la croissance dans ta PME avec des ventes, ben en systématisant ton processus de vente, tu vas être capable de répéter des résultats, puis le pipeline de vente va venir t'aider. Mais souvent, 99% du temps, les clients viennent chez nous en disant « J'ai besoin de leads, j'ai pas assez de leads, je peux pas faire assez de ventes si j'ai pas plus de leads. » Souvent, ce qui se passe, c'est les gens génèrent des leads à la minute qu'ils ont une fois un nom, ils parlent plus à cette personne-là, pas d'infolette, pas de communication, etc. Ça fait que là, ce que tu peux automatiser, c'est à partir du moment où quelqu'un refuse une première rencontre, décline une offre de service, etc. Ça ne veut pas dire de plus jamais y reparler. Là, tu peux commencer à automatiser des suivis. Par exemple, quelqu'un qui ne se présente pas à un premier rendez-vous, tu peux automatiser des suivis, dire « Écoute, on comprend dans notre vie, en affaires, etc., tout le monde est occupé, tu as sûrement eu un empêchement, je t'invite à rebooker ton rendez-vous ici. » Puis là, tu peux relancer 2-3 fois la personne jusqu'à temps qu'elle rebook. Après ça, tu peux t'automatiser une tâche de faire un suivi téléphonique, par exemple. Après ça, quelqu'un qui décline une offre de service, qui dit « J'ai été ailleurs », bien, tu peux lui dire, par exemple, « Écoute, j'ai été content d'avoir eu la chance d'échanger avec toi. Est-ce qu'on peut planifier une rencontre, par exemple, pour juste débriefer puis que je sache qu'est-ce qui a bien été, qu'est-ce qui a moins bien été. Puis ça pourrait être une bonne occasion de parler à cette personne-là, savoir si elle n'aurait pas des références pour toi, par exemple. Je pousse ça loin un peu. Mais non, ça donne des bonnes idées. Ouais, si la personne ne répond pas à ça, après ça, tu peux lui dire « Hey Simon, j'ai pris le soin de t'ajouter à notre liste d'envoi pour notre infolette dans laquelle on partage des trucs pour des entrepreneurs comme toi qui veulent atteindre tel objectif. » Puis là, tu réfères au problème que la personne a vécu puis qui l'a mené chez vous au départ. Donc, là, tu l'ajoutes à ton infolette. Tu lui dis « Tu vas pouvoir te désabonner si ça ne t'intéresse pas. » Mais il y a une relation d'affaires qui s'est établie, puis à partir de là, tu as le droit, en tout cas, à confirmer avec un avocat, mais il n'y a pas un grand danger d'ajouter cette personne-là à l'infolette. À partir de là, tu peux avoir une série de courriels qui va onboarder un nouvel abonné à partir de l'expérience qu'elle a vécue. Donc là, si cette personne-là a déjà eu un processus de vente qu'elle a goûté, mais tu peux adapter ton contenu pour dire hey, dans les prochaines semaines, je vais t'envoyer les 3 premiers contenus qu'on partage à toutes les nouvelles personnes avec qui on souhaite travailler. Puis là, tu sors ton meilleur stock tout de suite qui est réutilisable en tout temps. Puis après, mettons, ces 3 premiers contenus-là, là, tu l'embarques dans ta chaîne d'infolette où tu es plus sur des trucs d'actualité ou des événements qui s'en viennent, des choses comme ça. Vraiment plus long terme. Là. Exactement. Donc, il y a toutes sortes de possibilités. Ouais. C'est un tamis dans lequel tu perds le moins possible d'opportunités que tu as déjà générées parce que c'est vrai que c'est une autre. Puis c'est vraiment l'approche, le soutien marketing auprès des ventes à ce niveau-là, c'est qu'une fois que le vendeur, puis ça souvent aussi, le vendeur devrait persister un petit peu plus là, après une fois, mais on voit ça souvent. Là, après 2 ou 3 relances, passe à d'autres choses, puis laisse tomber le lead, puis that's it. Ouais. Puis tu sais, des fois, quand mettons, tu fais de la publicité pour acquérir tes leads, ben, prenons un exemple extrême, l'assurance auto, où le coût d'acquisition d'un lead en publicité numérique est très, très, très élevé. Ben, tu peux pas l'abandonner au premier nom ou dès que la personne ouvre pas un courriel, etc. C'est ça. Si t'as coûté 50$, t'es aussi bien d'automatiser un processus pour essayer de la récupérer down the road. Non, effectivement, mais c'est vraiment intéressant. Puis, au niveau, est-ce que... Moi, je me questionne tout le temps, tu sais,
c'est super l'automatisation parce que ça sauve du temps puis ça permet aussi de ne pas d'échapper le moins possible de leads parce que si on se fie juste sur le cerveau humain, ben on en échappe, évidemment. Moi, je suis aussi un apôtre de le moins possible d'automatisation dans un certain sens au niveau de la gestion des leads en mode B2B parce qu'on n'en a pas des milliers normalement, ça dépend des marchés, mais moi, je parle plus des marchés nichés, là, tu sais. La majorité de nos clients chez Hawk sont, disons, au Canada, un potentiel de entre 500 compagnies avec qui ils peuvent faire affaire et, mettons, 3000. Mais ça fait pas des mégalistes, ça, là. On est loin du 200 000, là. Fait que, deux choses, si on met un centre de télémarketing là-dessus, je dis tout le temps, il passe ça en 3 semaines, s'il veut. Puis écœurer tout le monde au moins plusieurs fois, puis ça nuit à ta réputation. Si tu lâches l'automatisation courriel là-dedans, tu sais, faut vraiment avoir une bonne science pour que ça n'ait pas l'air d'automatiser. Autrement dit, on le sent, là, tu sais, quand c'est des robots, on le voit sur LinkedIn aussi, on le voit sur courriel. L'approche, on la sent automatisée. Qu'est-ce que tu réponds à ça? Tu sais? Quand tu as un fil automatisé, je trouve que c'est rébarbatif pour celui qui le reçoit en même temps. Ben, on a parlé beaucoup d'automatisation de courriel, mais dans une entreprise où les suivis doivent être plus personnalisés, tu peux automatiser des tâches avec des liens vers les bons templates. Là, il faut que tu utilises ce template-là à ce moment-ci et que tu personnalises selon les notes que tu as dans ton contact client. Là, le CRM devient vraiment très, très central là-dedans, mais tu n'es pas obligé d'automatiser toujours le même courriel à toutes les mêmes personnes quand il arrive à une étape X. Donc là, ça se travaille. Puis moi, je suis un grand défenseur au niveau du copywriting dans une entreprise, comment les emails doivent être écrits. Habituellement, je demande aux dirigeants d'écrire des courriels pour que la couleur, le ton, tout soit comme lui, il dirait. Puis après ça, on adapte aux besoins. Mais tu sais, c'est évident que si on y va là, avec des mauvais prompts dans ChatGPT puis que tu y vas super systématique, ça va être froid, ça ne dira pas grand-chose à personne. Mais si tu mets la couleur de l'entreprise là-dedans, avec les mots qui sont utilisés couramment, puis que le destinataire va bien comprendre, ça va passer. Si tu savais, là, on a des clients, là, ils envoient des emails automatisés avec le gros lien. Il est écrit « unsubscribe » en bas du email, puis le client, l'expéditeur raconte une histoire là-dedans, puis comment il peut aider les gens, par exemple, à atteindre des objectifs X, Y, Z. Les gens répondent souvent à des courriels automatisés, même s'ils savent que c'est automatisé, mais pas pour dire des bêtises, pour dire des merci, puis partager quelque chose de plus. C'est pas genre 10, 15, 20% des gens qui font ce type de réponse-là, mais c'est des super bons signaux sur tes emails. Si tu as des emails automatisés, puis que personne y répond, ben c'est peut-être le temps d'aller revoir tes textes aussi. Mais pour revenir au point que tu dis, s'il y a une chose à retenir ici, c'est que tu n'es pas obligé d'automatiser tous tes courriels, mais avec des bons scripts envoyés au bon moment, ça va être bon. Tu automatises tes tâches, par exemple. Fait que c'est des rappels qui arrivent avec des suggestions, fait qu'on sauve du temps à ce moment-là. Ben, ça, c'est super intéressant. Puis effectivement, les CRM font ça, donc faut se donner des règles. Servir. T'sais, par exemple, si on se dit, chez Hawks B2B, là, quand on envoie un devis, 2 jours après, on veut un suivi avec le client potentiel pour savoir s'il a tout bien reçu, puis s'il a eu le temps de l'ouvrir, etc. Bien, cette règle-là, elle se déploie dans un CRM super facilement, puis là, on peut choisir, cet email-là, on l'envoie-tu automatique ou il faut le personnaliser selon la discussion qu'on a eue. Oui, tout à fait. C'est super intéressant. C'est vraiment un sujet où on pourrait passer des heures ensemble. Es-tu capable de me donner un cas de figure, un exemple d'une implantation vraiment plus business to business, encore une fois, où tu as une entreprise qui était peut-être qu'il y avait déjà un CRM en place, mais rien du tout de tel qu'on discute jusqu'à maintenant. Puis, qu'est-ce que ça a amené? Puis, on parlera peut-être d'indicateurs de performance par la suite, là, mais... un bon exemple,
pendant la pandémie, on a travaillé avec une entreprise là, dans le milieu manufacturier de la Rive-Sud de Montréal. Et puis, eux autres, il n'y avait pas de pipeline. Puis c'est une business un peu spéciale parce que c'est sur des appels de projet, là, c'est lié avec l'architecture. Le processus était très clair dans leur tête. C'est une petite entreprise, puis ils étaient 2 aux ventes. Puis en fait, on a découvert en travaillant avec eux que c'était pas 2 personnes aux ventes. C'est en fait, il y a une personne qui est aux ventes. Puis après ça, une fois que les projets qui ont été soumis aux architectes sont acceptés, il y avait un deuxième processus qui allait mener à une vente qui démarrait. C'est comme s'il y avait un pipeline c'est comme s'il y avait 2 pipelines. Un, c'est le début de la relation pour s'assurer qu'on est retenu dans le projet architectural. Puis après ça, c'est le processus pour faire avancer le projet puis être capable de le livrer puis d'être payé. Donc, eux autres, comme je disais, les processus étaient très clairs dans leur tête, mais là, il y avait il échappait beaucoup de leads, puis ils ne savaient plus comment les suivre, puis comment les retrouver. Puis à un moment donné, tu te mets à improviser. Tu sais, c'est comme, hey, c'est vrai, lui, j'avais pas pensé de le relancer. Puis là, tu retournes dans tes notes à gauche puis à droite, t'es un peu égaré. Fait qu'on leur a structuré ça dans 2 pipelines. Il y a un vendeur qui est responsable du pipeline numéro 1, puis lui, il déplace ses opportunités d'une étape à l'autre, puis il n'y avait pas tant d'automatisation derrière ça. Eux autres, le but, là, c'était de connaître les opportunités, les pourcentages de closing reliés à chacune des opportunités, puis les montants associés à chacune des opportunités. Ça, c'est le premier pipeline. Le deuxième, c'est comme si la vente était conclue, mais il y a quand même des suivis à faire pour être sûr que le projet va bien se conclure. Fait qu'il y avait un switch en cours de route. C'est comme, ici, là, quand le deal est rendu là, on a besoin de passer dans le deuxième pipeline. Fait qu'eux autres, à partir de là, qu'est-ce qu'ils ont été capables d'avoir? C'est comme, combien d'opportunités on a dans le pipeline? Des vrais aussi. Hein? Oui, mais pour combien on en a? Ça fait que là, tu sais, en ce moment, dans le pipeline numéro 1, j'en ai pour 2,5 millions. Mais là, avec des pourcentages de probabilité de closing, tu es capable de dire j'en ai pour 2,5, mais avec les étapes que j'ai en ce moment, ça représente plus 1,8 en ce moment. Après ça, tu es capable de savoir quelles opportunités sont chaudes puis quelles opportunités sont plus froides aussi. Fait que c'est toutes des choses où eux autres, ils étaient capables maintenant ils ont été capables de se retrouver au niveau de leurs opportunités puis de savoir qu'est-ce que ça représentait. Fait que là, il n'y a plus personne, si par exemple, il y a un nouveau vendeur qui rentre dans la boîte, qui peut travailler à côté du pipeline. Parce que les chiffres pour le PDG n'était pas très impliqué dans le projet, mais lui, il veut avoir le big picture, puis il veut savoir il y a combien. Là. Ouais. Puis c'est ça qu'on a été capable de livrer. Puis à partir de là, ben, comme je dis, s'il y a un nouveau vendeur, il ne peut pas travailler à côté, sinon les chiffres n'apparaissent pas nulle part. Là. C'est vraiment intéressant. Mais écoute, Philippe, je te remercie beaucoup. Franchement, très, très éclairant. Merci d'avoir accepté l'invitation. Puis, écoute, on a toujours notre checklist. Donc, les points principaux qui vont avoir été discutés aujourd'hui sont là. Les informations pour te rejoindre aussi chez Code Marketing sont là. Donc, ton profil LinkedIn, tout ça. Tout le monde peut te contacter s'il a besoin aussi de tes services. Merci beaucoup. Ça fait plaisir. Merci. Merci. C'est ce qui met fin à un autre épisode de B2B & Go. N'oubliez pas de vous abonner à notre infolette en vous rendant au oxb2b.com/podcast pour être notifié dès la sortie de notre prochain épisode, en plus de recevoir l'aide-mémoire préparée par notre équipe. Vous trouverez dans celle-ci un résumé des sujets abordés aujourd'hui, en plus de stratégies pour donner un boost de caféine à votre développement d'affaires B2B. Rendez-vous le mois prochain pour un tout nouvel épisode. À bientôt! Le podcast que vous venez d'écouter est propulsé par Ox B2B, une firme spécialisée dans le développement d'affaires numériques.